Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour les copines, bonjour les copains, heureuse de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission du féminisme autrement, inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez. Catherine Testa est une entrepreneure engagée, fondatrice du site l'optimisme.com, qui promeut une approche positive, mobilisatrice des enjeux de société, de bien-être en entreprise. Catherine, vous êtes auteure de plusieurs livres best-sellers, vous avez été très très vendue, et votre tout dernier, TDAH et alors, est sorti chez Michel Lafon. Vous sensibilisez également autour du trouble du déficit de l'attention, ce fameux TDAH syndrome que vous connaissez, pour lequel vous donnez des outils permettant de vivre avec. Bienvenue sur Sud Radio. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Catherine Testa, les questions usuelles de cette seconde saison de Destin de femme. La première, quelle est votre définition du féminisme ? L'autorisation à prendre sa place. Ok. Mais encore. Comment vous êtes sentie autorisée ? Oh, après beaucoup de temps, à partir du moment où je me suis dit je suis peut-être un peu différente. Voilà. Et j'assume cette différence, j'assume cette envie de contribuer à ma société sans qu'on m'en empêche. D'accord. Et la différence étant finalement une force. C'est un peu ça que vous dites. Étant un atout. Un atout, ouais. C'est ça. Est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes selon vous ? Oh, excellente question. Je ne sais pas si je pourrais me prononcer à leur place. Je pense qu'il y en a qui se rendent compte qu'on a besoin des deux pour faire société. On a besoin des femmes et des hommes. Je pense qu'il y en a qui respectent en fait la place de l'autre. Et j'estime qu'en tout cas, dans mon entourage, avoir des hommes qui sont parfois presque un peu plus féministes que moi. D'accord. J'ai l'impression, oui. Et alors, vous avez un exemple concret à nous donner ? Des copains qui, par exemple, ont pris le nom de leur femme, vous voyez, en deuxième nom de famille. Alors moi, je me disais, c'est curieux de le faire, mais en fait, pour eux, c'était marqué leur engagement aussi pour les femmes. Est-ce que c'est une hypocrisie ? Est-ce que c'est pas une hypocrisie ? Je ne sais pas, mais en fait, ils essaient d'agir, en fait. Le fait de le faire et d'être en action, l'action nous sort de l'hypocrisie en question, quoi. C'est ce que je me dis, Qu'est-ce qui empêche le droit des femmes d'avancer, selon vous ? Peut-être cette fameuse notion d'autorisation. Je trouve que beaucoup de femmes ne s'autorisent pas en fait. Ouais. Par peur des clichés, par peur effectivement du jugement, par méconnaissance. On parlait de féminisme au démarrage. Moi, au démarrage, j'étais persuadée de ne pas être féministe. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors ? Comprendre que je pouvais être un rôle modèle pour d'autres femmes qui me disaient c'est inspirant de vous voir agir, c'est inspirant de vous voir communiquer notamment sur le monde du travail, sur une évolution notamment des questions par exemple d'égalité homme-femme dans le travail. Et le fait d'agir moi-même, pour moi, que c'était peut-être... je me suis pas rendu compte, en fait, que c'était un acte militant. Je me rendais compte que j'étais militante, finalement, malgré moi, parce que je me posais pas la question, est-ce que j'ai l'autorisation de prendre la parole ? Parce que vous n'étiez pas en autocensure, quoi. Exactement. Ce qui est quand même, effectivement, assez majoritaire encore aujourd'hui. Exactement. Et moi, dans mon système familial, par exemple, c'est toujours mon père qui a fait les courses. Ouais. Ma mère déteste faire les magasins. Elle fait la cuisine, votre mère ? Pas du tout. Okay, si, elle fait ma cuisine, mais mon père tout autant, presque. Ouais. Ma mère est très bricoleuse. J'ai toujours vu mes deux parents en fait dans une réelle autorisation, et je dis souvent, j'ai jamais entendu mes parents critiquer quelqu'un. Ça n'a pas été un sujet, quoi, en fait. Jamais. Ça a jamais été un sujet. Et quand j'ai voulu faire ces choix d'entrepreneuriat qui sont pas forcément la norme, quand on a 30 ans, 32 ans, 33, dire attendez, je vais devenir entrepreneuse, ou on nous arroge, mais alors t'as pas d'enfant, etc., etc. Vous voyez, moi mes parents m'ont absolument rien dit. En fait, ils ont juste regardé. Et c'est vrai que dans mon système familial, j'ai jamais entendu mes parents critiquer, ni critiquer des femmes, ni critiquer des hommes. Et je trouve que quand les parents ne critiquent pas, ça donne une totale autorisation à. D'accord. Ils n'ont pas fait exprès. Ou si, peut-être. Ils étaient pas voulu du tout vous transmettre des fondamentaux, quoi. En fait, ils n'étaient pas du tout dans de l'éducation positive ou des choses comme ça. C'est juste que moi, j'ai des parents qui sont plutôt bricoleurs, donc qui étaient toujours axés sur la construction de quelque chose plutôt que sur la critique des autres. Et je pense que ça nous autorise beaucoup. Alors construire, ça autorise, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça avance, cette condition des femmes, selon vous, particulièrement en ce moment ? Je crois que je vais me répéter, je vais encore dire le fait qu'on prenne la parole, en fait. Qu'on prenne la parole. Même si elle n'est pas toujours entendue, on l'a vu. Même si elle n'est pas toujours entendue, mais vous voyez, par exemple, à un moment donné, j'ai entendu des femmes dire qu'il y avait une invisibilisation des femmes à partir de 40 ans. Ouais. Vous voyez, elles étaient plus jeunes mamans, et puis finalement, elles redevenaient femmes dans le monde du travail. Et moi, je m'en étais jamais rendu compte. Il a fallu qu'une femme le dise, en fait, commence à évoquer le sujet dans le débat public, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn pour le monde du travail, pour que tout d'un coup, j'en prenne conscience. Il y a plein
plein de choses dont on ne prend pas conscience. Oui, mais parce que vous l'avez peut-être pas vécu vous-même. Bah exactement, j'avais pas 40 ans à l'époque, tout simplement. Mais en fait, le fait que des femmes commencent à le dire, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est un sujet que j'avais complètement oublié. Et là, maintenant, vous avez 40 ans. Voilà. Et qu'est-ce que ça change alors? Alors, finalement, moi, je m'étais déjà autorisée un peu avant, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et le fait que... Est-ce que le regard des autres, il change? Je pense que cette forme d'artistique, en fait, le fait d'être auteur, on nous donne avant tout la catégorie, l'étiquette un peu autrice, en fait. Donc pas forcément une étiquette d'âge. Exactement. Je pense que c'est une chance. Alors, parlons vrai sur Sud Radio, on parle de vous aussi. Simone de Beauvoir nous disait, on ne naît pas femme, on le devient. Vous savez quand vous l'êtes devenue, vous, Catherine Testa? Je me demande si je le suis déjà aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que ça veut dire être femme? Je pense que je l'ai toujours été, d'ailleurs. Moi, je me sens encore un peu enfant, c'est curieux, à l'âge de 40 ans. Mais j'ai toujours porté, je crois, cette différence. Je suis une nana. J'ai l'habitude de dire ça. Alors, je ne sais pas si c'est vulgaire, grossier de le dire en radio. Une meuf, une bonne femme, comme on a envie. Ouais, alors, bonne femme, je trouve ça un peu dégradant. Mais j'ai toujours porté cette notion de je fais pas de différence. Il y a des bonhommes aussi, hein. Ça fait un peu mégère, je trouve, dit comme ça. Mais alors que le poids des mots, non, une bonne femme, j'aimerais bien me dire, j'ai la fierté d'être une bonne femme. Oui, c'est ça, d'être quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Alors, c'est une question que je pose sur les réseaux. Donc, je cite toujours une des réponses des auditrices. Suite à alors, il y en a une qui nous dit, alors c'est en anglais, donc je vais traduire, de Book Poursuite. Elle nous dit qu'elle est devenue femme quand sa mère lui a dit de s'asseoir joliment, c'est-à-dire avec les genoux ensemble, parce que tu es une fille, alors que personne ne se fichait en fait de la manière dont son cousin lui-même était assis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Hyper intéressant, parce que alors moi, ma mère ne fait que de me dire de me coiffer mieux. Ben voilà. Ça fait des années. Je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était peine perdue. Vous êtes très bien coiffée, je peux le dire. Bonjour maman. C'est rare. Ceci étant dit, moi je me rappelle d'un copain qui m'a dit, moi j'avais peur quand je rentrais sur scène de me dire j'ai pas les codes pour quand je rentre en conférence sur scène en me disant je suis pas blonde, filiforme, grande. Et d'un de mes copains qui me dit non mais Kat, tu ne te rends pas compte, nous les bons hommes quand on rentre, parfois on a le ventre qui dépasse, etc. Et on ne se pose pas cette question. Et je pense que c'est là que c'est une des rares fois où ça m'a renvoyé en fait à ma condition de femme. Alors je sais pas si c'est ce jour-là que je suis devenue peut-être un peu plus militante, mais en me disant mais c'est vrai en fait, pourquoi je me pose cette question? Ça, parce qu'on la pose pas aux hommes en fait. Exactement. Et vous voyez, quand je dis que mes copains sont parfois un peu féministes, c'est eux qui me renvoient ça finalement. C'est intéressant. Alors votre livre TDAH, et alors il est sorti chez Michel Lafon, et il invite donc les personnes concernées par ce trouble de l'attention, du trouble du déficit de l'attention, à se réapproprier finalement leur quotidien. Donc vous donnez des outils en fait, pour qu'on puisse reprendre pouvoir sur son quotidien, parce qu'il y en a que ça dérange vraiment en fait dans leur quotidien. Est-ce que vous avez des situations concrètes à nous enfin, par exemple vous-même en fait? Ouais. Le problème c'est en fait souvent quand on pense trouble du déficit de l'attention, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer, mais c'est pas qu'on n'arrive pas à se concentrer, c'est qu'on se concentre sur tout en même temps, et que parfois on démarre 25 projets, on n'en finit pas un seul parce qu'il y a une sorte de brouhaha dans notre cerveau. Et donc tout l'enjeu pour moi c'est de hacker mon cerveau en permanence en me disant non, il faut que je finisse des tâches les unes après les autres. Donc il y a plein d'outils que je vais utiliser. Il y en a un que je partage assez facilement. Vous tout dans votre maison déjà. C'est ridicule. À un moment donné, je me suis dit mais je suis en train d'écrire un livre de la bonne ménagère. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi on m'a pas appris en fait à fonctionner avec mon trouble de l'attention. Je l'ai découvert, j'avais 35 ans. À un moment donné, je me suis dit comment je revois mon organisation. Donc je me suis mis à simplifier les parcours dans ma maison. Ça paraît ridicule dit comme ça. C'est important. Mais au-delà de ça, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui fait que j'arrive au bout d'une action. Je me suis rendu compte que c'était d'avoir quelqu'un dans la même pièce que moi. Donc je parle du body doubling. Je sais même pas s'il y a un terme en français pour dire ça, mais c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est dans la même pièce que vous, qui fait autre chose, mais qui est présent, et du coup ça va stimuler en fait votre motivation à finir une tâche. Et pareil, j'ai mis plein d'outils de hack, de concentration, parce que le problème du trouble du déficit de l'attention, c'est que je suis capable de me concentrer pendant 12 heures sans penser à faire une pause, à aller manger, à me coiffer justement, à faire des choses de l'ordre du primaire au quotidien, et le lendemain je zone en fait toute la journée. Et c'est cette notion de polarité qui est vraiment très troublante dans une société linéaire. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites que c'est un obstacle qui peut devenir donc c'est une force, une véritable force en fait. Est-ce que ça a été le cas pour vous?
Ouais, je pense que c'est une force pour toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre. C'est-à-dire que comme on a une sorte d'impulsivité en fait permanente, on ose débuter un projet, on se rend pas compte des conséquences, on a souvent une altération du temps. Donc en fait, on se rend pas compte que quelque chose va nous prendre 10 jours et pas seulement 2 heures comme on pense dans notre cerveau. Et je pense qu'en fait, ça va être une force en fait presque de l'inconscience, vous voyez. Et puis comme on est hyper focus, on est capable de passer des heures et des heures et des heures à décortiquer un sujet quand d'autres vont se dire « Oh mon Dieu, c'est trop ». Et donc en fait, cette notion du trouble qu'on voit en France de façon très péjorative, moi je rencontre plein d'artistes, d'entrepreneurs qui le disent pas forcément parce qu'on n'ose pas trop en parler en fait en France, mais qui viennent nous aider en fait à initier un mouvement finalement sans penser à ce que parfois en diront les autres. Et finalement, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on croit qui sont atteints de ce symptôme en fait. Aujourd'hui, selon les études, il y aurait entre 2 et 5% des adultes qui sont concernés, parce qu'on a beaucoup parlé du TDAH à l'enfance. Aujourd'hui, c'est 2 à 5% adultes concernés et seulement 1% d'entre eux qui seraient diagnostiqués. Donc il y a plein de personnes qui doivent se rendre compte que leur entourage ne fonctionne pas de la même façon, que leur entourage ne se met pas à lancer des projets à 23h en mono-obsession, etc. Et qui se disent mais moi je suis décalée ou je suis trop passionnée, vous savez tout ce qu'on va nous renvoyer, mais c'est souhaitable en fait quand on a envie de lancer des projets. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous. Destin de femme, c'est en compagnie de l'écrivaine Catherine Testa et son livre TDAH. Et alors, c'est sorti chez Michel Lafon. Vous restez là parce que nous on revient tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de femme, l'émission du féminisme autrement. Aujourd'hui, on est avec Catherine Testa et son livre TDAH. Et alors, sorti chez Michel Lafon. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, justement, Catherine Testa? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, j'ai eu les outils, donc je vais les partager. Je vais aider ceux qui sont dans la même situation que moi et qui n'ont pas de visibilité sur comment s'en sortir, quoi. C'était pas qu'une question d'outils. Je pense que c'était un sujet d'émotion. C'est-à-dire que moi, je m'étais beaucoup retrouvée dans les témoignages des autres. Parce que quand on a un TDAH, généralement, on a une forme de culpabilité, on s'en veut de pas être capable de gérer le quotidien comme les autres, de pas être capable d'aller au bout de certains projets. Et il y avait toutes ces émotions qui étaient tues et que j'avais retrouvées beaucoup dans les groupes de parole, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et j'ai voulu les coucher sur papier pour une forme clairement de déculpabilisation. Alors j'ai donné mes outils, qui sont des outils qui sont qui normalement fonctionnent avec le plus grand nombre, mais qui ne sont pas forcément universels, mais qui sont des propositions. Et que vous avez testé sur vous-même. Ah oui, que j'ai testé sur moi-même et qui sont généralement des consensus partagés par la communauté des TDAH. C'est un peu bizarre dit comme ça fait un peu communautaire, mais en fait on se comprend quand on est concerné et c'était vraiment ça que je voulais transmettre, avec aussi cette notion, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut être différent et réussir, parce que c'est vrai qu'il y avait une sorte de cliché. Moi, j'ai presque envie de dire qu'on réussit plus quand on est différent, souvent aussi. Moi, je pense. Et qu'est-ce que c'est la différence d'ailleurs? Voilà. On est tous différents de quelqu'un. On est tous différents. Alors, vous dites qu'à 35 ans, vous vous êtes rendu compte que vous étiez TDAH. Est-ce que c'est des difficultés que vous aviez qui vous ont fait venir à cette conclusion, ou est-ce que, à un moment donné, vous avez vu des choses sur les réseaux qui vous ont amené à vous comprendre en fait où vous étiez, quoi? Alors clairement les deux. Je voyais sur les réseaux et j'avais des choses qui changeaient dans ma vie. Et souvent, on se rend compte qu'on a un TDAH quand on perd certains points d'équilibre. Et je me rendais compte que je me noyais dans un verre d'eau. C'est-à-dire que je prenais mes billets de train dans le sens inverse, à la mauvaise date, j'avais des amendes. Et franchement, c'est très vexant quand ça nous arrive. Et quand ça se multiplie, j'ai commencé à me dire, il y a souffrance en fait. Mon équipe me faisait des blagues, ils m'envoyaient des mèmes humoristiques sur le TDAH. Et je me disais presque que j'ai trop bien réussi, vous voyez, pour avoir un TDAH. Parce que c'est vrai qu'en France, on avait vraiment cette caricature du TDAH qui est plutôt centré autour de l'enfance, du petit garçon, vous voyez, turbulent à l'enfance. C'est pas du tout la même chose chez les petites filles, forcément. Et j'avais envie d'expliquer ce que c'était que le TDAH, effectivement, à l'âge adulte, parce que quand je m'en suis rendu compte, tout d'un coup, j'ai presque mis la pulse manquante du pièce en me disant, mais c'était ça, en fait. C'est pour ça, en fait, que je réagissais comme ça. Et donc, à partir du moment de la prise de conscience, on peut agir et ça change tout, quoi. Alors, moi, je suis allée consulter, en fait, parce qu'il y avait souffrance. Hein. Je me dis, j'en vois pas tout le monde chez les psy. Vous êtes allé voir un psy? Psychiatre, carrément, psychiatre, en me disant, parce qu'il y a des médicaments qui sont possibles pour le TDAH, donc je suis vraiment allée voir directement un psychiatre en me disant, en ayant presque un peu honte en fait, en me disant, est-ce que je ne m'auto-diagnostique pas, et puis qu'est-ce qu'il va me dire si il va me dire faut arrêter de se diagnostiquer avec des choses qu'on lit sur internet, en fait. Mais j'avais vraiment besoin d'aide, en fait, j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi j'avais été fonctionnelle pendant des années, et tout d'un coup, mais vraiment je me demandais si c'était un burn-out, et puis je me disais non, j'ai pas les caractéristiques du burn-out, j'avais du sens,
etc. Et donc, je suis vraiment allée consulter. Et de là, en fait, après, il y a plusieurs choix. Hein. Soit vous suivez un parcours psy, soit vous prenez des médicaments, soit vous faites les deux. Vous n'avez pas pris de médicaments? Si, moi, j'ai pris des médicaments. Alors que pourtant, ma dose de médicaments dans l'année, ça doit être à peu près 2 Doliprane par an. Hein. Je suis pas du tout médicament. Mais en fait, j'en ai eu besoin, en fait, pendant un petit moment, un peu comme si je remettais... Combien de temps? Alors, j'en ai même encore aujourd'hui que je peux prendre, mais que je ne prends plus du tout au quotidien. J'en ai au cas où. J'ai pris des médicaments pendant quasi 2 ans et demi à peu près. Et ça vous a vraiment aidé? Pour moi, ça a été une béquille, mais vraiment, je suis pas pro-médicament, donc ça m'embête de le dire, mais c'est une réalité. Non, mais attendez, il y a le médicament qui soigne. Exactement. Et au-delà de ça, c'est un médicament qui fonctionne. Et moi, je le vois vraiment, j'étais un peu comme un vélo, vous savez, en total roue libre sur un des chemins qui savait plus vers où aller, qui tanguait. Je le vois vraiment comme des petites roulettes, en fait. Et ces petites roulettes, à un moment donné, mon enjeu, c'était de les enlever. Et le problème, c'est qu'on peut s'habituer aux petites roulettes, vous voyez, comme les enfants. Et d'où, en fait, le fait que j'ai mis en place organisationnellement énormément de choses pour me simplifier la vie. Mais le médicament a été nécessaire pour remonter la pente. Détendre. Alors, vous avez aussi mentionné l'importance de cette sérénité dans le quotidien. Hein, comment on la crée? Comment on se persuade qu'on va bien? Alors, je pense qu'on a du mal à se persuader qu'on va bien parce qu'on sent quand on est à côté de ses pompes, il faut quand même le dire. En fait, moi, j'ai vraiment déchargé. J'ai tout déchargé, mais que ce soit dans mon espace physique, j'ai enlevé tout ce qui était superflu parce que tout ce qui était superflu était pour moi source de distraction, en fait. J'ai aussi un peu fait de vide dans l'entourage parce que tout me prenait énormément d'énergie. Et donc, en fait, comment on devient plus serein? Mais en se déchargeant. Et puis peut-être aussi en se disant, mais vous imparfaite, moi imparfaite, tout va bien, en fait. En se disant, vous différente, moi différente, bon, ben, c'est parfait, en fait. Et derrière, d'apprendre, en fait, à naviguer à travers la vie avec un trouble en se disant, c'est OK d'avoir un trouble, mais moi, c'est celui-là, d'autres, ça sera un autre, en fait. Il y a des idées fausses aussi sur le TDAH, lesquelles vous avez envie de déconstruire, en fait? Tout le monde a un TDAH. Déjà, non, tout le monde n'a pas un TDAH. On a tous une attention qui est distraite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais on n'est pas tous, comme on en parlait tout à l'heure, hyper focus pendant des heures à bosser sur un projet monomaniaque, parce que derrière le TDAH aussi... deuxième cliché, c'est que les enfants, ce qu'on a cru pendant longtemps. Troisième cliché, c'est qu'un problème d'attention. Non, c'est un problème... Non, parce que vous disiez hors antenne que ça peut être aussi les enfants HPI, donc à haut potentiel intellectuel. Exactement. Et les personnes aussi, en fait. Exactement, parce que le problème du HPI, c'est que souvent, ça vient masquer le TDAH. On parle d'ailleurs de masking, en fait, parce qu'on va avoir compensé, parce que, par exemple, on travaille vite, par exemple, c'est mon cas, j'étais capable de compenser dans une nuit ce que je n'avais pas fait en 2 mois, sauf que moi, je le compensais, mais je faisais paniquer tout le monde autour. Parce que moi, je savais que j'allais y arriver, mais les autres autour, ça les faisait paniquer. Donc, en fait, c'est ça aussi qui se passe. Et est-ce que ça provoque pas aussi une sensation de facilité? Donc, du coup, comme ça devient trop facile, on prend plus de risques aussi, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Et puis, on aime le risque. En fait, ça nous challenge, ça vient nous stimuler, ça nous crée des émotions. Moi, j'ai toujours dit, mais moi, je vis des émotions. En fait, pour moi, la vie, c'était des émotions. Je vivais des émotions, et bonnes ou mauvaises, en fait. Mais j'avais vraiment une notion de vivre, en fait, pleinement. Alors, je me dis, est-ce que c'est que le TDAH? D'ailleurs, je me pose la question dans le livre. Donc, ça peut être aussi une envie, tout simplement, une manière de voir la vie. Un caractère en se disant j'explore. Est-ce que vous avez des retours, des témoignages de lecteurs? Énormément. Plein de gens qui me disent j'ai l'impression de me lire. J'ai l'impression de me lire, j'ai l'impression de... Tout d'un coup, tout le monde me dit merci d'avoir brisé les tabous. Et en fait, pour moi, c'est naturel parce que comme j'en fais pas cas, c'était facile. C'est pas un tabou, surtout. Pour moi, c'est pas un tabou. En fait, pour moi, ça ne me définit pas. Mais vous trouvez que c'est vraiment un tabou dans la société française d'aujourd'hui? En fait, regardez les personnes qui en parlent aujourd'hui. Il va y avoir quelques artistes qui vont en parler, qui sont au sommet, parce qu'il y a plein d'artistes à qui on dit, l'agent leur dit non, n'en parle pas. Le monde du travail, en fait, quand je vous dis que entre 2 et 5%, vous imaginez le nombre de personnes dans les entreprises qui en parlent. On n'ose pas parce que tout d'un coup, on a une étiquette et dès qu'on... Ou ça se diagnostique pas aussi? Oui, et puis il y a des personnes qui vivent très bien parce qu'ils ont compensé pour X raisons. Mais le problème, c'est qu'on va pas lever la main en disant coucou, j'ai un TDAH. Pourquoi on le ferait en fait si jamais il n'y a pas de problème derrière? Oui, c'est vrai. Alors vous avez un site qui s'appelle l'optimisme.com. Votre religion, c'est l'optimisme, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même comme ça aussi que vous abordez ce thème-là et tous les thèmes que vous abordez, les thèmes que vous abordez en général. J'ai envie de dire la situation dépend de la manière dont on la regarde. Vous voyez le verre à moitié plein, quoi. Alors pas tout le temps, on va pas se mentir. Évidemment, mais c'est quand même comme ça que... Pas tout le temps. En fait, j'essaie de faire le choix de l'optimisme parce que pour moi, c'est une force motrice. Mais c'est ma force motrice. Il y en a d'autres, ça sera une autre force motrice.
optimiste. Et pour moi, il faut qu'on s'autorise aussi l'optimisme si on en a besoin justement pour agir. En fait. Bien sûr. Beaucoup de personnes disent non mais de toute façon, et c'est même pas, ça va pas marcher. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la notion d'autorisation. Le nombre de personnes qui se disent mais de toute façon, personne va être écouté sur ce sujet-là, sur celui-là. Faut pas trop écouter les autres en général. Exactement. L'optimisme, c'est le prérequis à l'action. Hein. Alors, c'est un style de vie, l'optimisme. Et en fait, du coup, vous avez fait pas mal de bouquins là-dessus, etc. L'idée, c'est quand même d'aider les autres en général, Catherine Testa, chez vous. Hein. C'est d'aider les autres, en fait, à... j'en reviens toujours à cette histoire de prendre sa place. Je me rends compte que la parole, elle est tellement bloquée, en fait, parce qu'on te dit que tu es ceci, on te dit que tu es cela, que tu n'as pas les bons diplômes, que tu n'as pas la bonne couleur de peau, le bon physique. Et en l'occurrence, si on ne prend pas soi-même sa place, en fait, les autres ne vont pas forcément nous la donner, en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de faire et de pousser dans le monde du travail. Il y a plein de gens qui essaient de faire avancer les choses. Mais... Si vous aviez un souhait, qu'est-ce que ça serait ? Que chacun ose exprimer qui il est. Et je trouve que ça nous... le poids du mensonge dans la société, le mensonge dans l'entreprise où on cache qui on est, où on doit compenser. On nommait. Ouais, exactement. On nommait, et je me dis, mais si tout d'un coup on osait juste dire je suis ça, plus ça, plus ça, plus ça, et toi qu'est-ce que tu es ? Bon, bah très bien, maintenant on va travailler ensemble pour construire le futur, en fait. Je me dis qu'on gagnerait Parce que ça peut devenir des plus pour les entreprises aussi, le fait de libérer la parole, en fait. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire que dans le monde, dans l'entreprise, le fait qu'on soit sous ce silence, ça n'aide pas à faire de l'argent, on peut le dire. C'est ça. Hein, bien à monter sûr. le chiffre. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il faut parler de santé mentale pour faire de la productivité derrière, mais les chiffres, ils le disent. Hein, on va pas se mentir, surtout le monde de l'entreprise, souvent contrôlé par un directeur financier. D'ailleurs, c'est une cause du gouvernement, la santé mentale. Exactement. Donc, mais le fait, en fait, de dire, ça, c'est ma difficulté. Et moi, par exemple, en TDAH, je vais avoir des difficultés. Si je les exprime, moi, j'ai dit à mes équipes, donnez-moi des deadlines, donnez-moi de ceci, cela, parce que, du coup, je vais être plus efficace. En fait, je connais et ça n'enlève pas ma valeur, le fait que d'avoir besoin que quelqu'un qui me dise attention à la date butoir. Là. Merci Catherine Testa. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. TDAH, et alors je vous le conseille, chères auditrices, chers auditeurs, c'est très intéressant, ça peut vraiment arriver à tout le monde et peut-être que ça vous concerne tout directement, c'est chez Michel Lafon. Et puis n'oubliez pas, demain c'est excellent à 19h et puis vous pouvez tout réécouter, vous le savez, sur sudradio.fr. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui et puis gros bisous. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.